Parce que je me vois obligée je me suis assez étonnée d'avoir à rappeler la tournure des événements récents à Paris. Alors j'entends bien la fiction très confortable que se racontent beaucoup de nos collègues, qui disent que d'un côté il y aurait des armes vendues légalement, détenues par les honnêtes gens, et de l'autre côté des armes illégales, vendues illégalement à des criminels. Malheureusement, la réalité est un petit peu plus compliquée que ça, et j'en veux quelques exemples. Et ça, pour moi, ça démontre la nécessité de cette révision et la nécessité de cette révision urgente. Je soutiens la Commission quand elle propose l'encadrement et la révision de la définition des armes à blanc. Aujourd'hui, les armes d'alarme ou les armes à blanc sont considérées comme des objets. Elles ne font l'objet d'aucun suivi. Or, lors des attentats parisiens de janvier 2015, l'un des terroristes a utilisé 2 fusils d'assaut d'expansion acoustique, donc qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la directive, qui ont été acquis librement sur le marché. Et ces armes ont été rendues utilisables par le simple retrait de 2 goupilles. Je voudrais également soutenir la proposition d'amélioration de la traçabilité des armes. En particulier, aujourd'hui, les données sur les armes doivent être conservées au moins 20 ans, mais ce délai est notoirement insuffisant. J'en veux 2 exemples. À Toulouse, pour les attentats de mars 2012, l'auteur des attentats contre l'école juive Ozar Torah disposait entre autres d'un pistolet Remington modèle 1911 datant de 1942 et d'un pistolet mitrailleur Sten fabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2015, à Paris, l'un des auteurs était porteur de 2 fusils d'assaut modèle 58 datant des années 60, de pistolets fabriqués en 52. À son domicile étaient découverts 4 pistolets datés de 42, 43, 45 et 52. Autant vous dire que la détention d'un tel arsenal nécessite d'être tracée et que bien que les collectionneurs puissent avoir quelques préoccupations, la sécurité en Europe nécessite peut-être quelques désagréments. Dernière chose, dans le document de travail, la rapporteure indique qu'elle souhaite, dans la lignée de la proposition, se poser la question de la vente à distance. Un meilleur encadrement de la vente d'armes sur Internet est absolument nécessaire. J'en veux pour exemple que le 25 avril 2013, à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, un jeune homme de 19 ans ouvre le feu sur des inconnus à l'aide d'un fusil d'assaut de type Kalachnikov. Il tue 3 personnes, en blesse grièvement une 4e. Il indique avoir acquis une arme neutralisée ainsi que les pièces nécessaires à sa réactivation sur Internet. La même année, dans le Rhône, un individu qui utilisait une autorisation de commerce appartenant à un armurier de Saint-Étienne vendait sur Internet des armes de manière illégale dans le cadre de transactions en ligne entre particuliers, sans autorisation de vente. Un chiffre d'affaires de 250 000 € en moins de 18 mois a ainsi été généré, 187 armes mises sur le marché. J'espère que ces exemples prouveront à nos collègues que la révision de cette directive et la révision urgente de cette directive est nécessaire. Évidemment, il n'y a pas eu d'étude d'impact et cela s'explique par le caractère d'urgence. Néanmoins, l'élaboration de cette directive a été évaluée au titre de REFIT, évaluation qui démontre que des lacunes subsistent et les événements récents, malheureusement, nous prouvent la nécessité de cette révision. Alors très vite, Nicolas.